bonsoir, bienvenue. Le Monde aujourd'hui suit la voix de l'Amérique en direct de Washington. Alexandrine Rolognon à la présentation, les titres que nous allons développer ce soir. Le journaliste français Olivier Dubois est libre après 2 ans en captivité. Je me sens fatigué mais je vais bien, a-t-il déclaré à son arrivée à l'aéroport de Niamey. Tirs de gaz lacrymogène, arrestations, de violents affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et protestataires au Kenya. Le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, a appelé à des manifestations chaque lundi contre l'inflation et le gouvernement. Le gouvernement français soumis à 2 motions de censure. Elles sont consécutives au recours à l'article 49.3 de la Constitution sur l'impopulaire réforme des retraites. L'Irak marque aujourd'hui les 20 ans de l'invasion américaine et la chute de Saddam Hussein. Le journaliste Philippe Crowther nous rejoint en cours d'édition. Fin d'un calvaire de 2 ans pour le journaliste Olivier Dubois. Il a passé 711 jours en captivité. « Je suis fatigué, mais je vais bien », a-t-il déclaré. Le journaliste indépendant avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Un humanitaire américain, Jeffrey Wood, qui a également été libéré. Les deux se sont exprimés devant la presse à Niamey. Suivez. Juste pour dire qu'évidemment, c'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je ne m'y attendais pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire dans ce type de mission délicate. Et rendre hommage à la France aussi et à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Voilà. Je remercie d'abord Dieu, et après Dieu, je remercie le gouvernement nigérien, le gouvernement américain et la France. Vive la France! Je suis très contente d'être encore à Niamey, au Niger, mon 12e pays. Au Burkina Faso, on en parle comme d'une initiative louable. Une association dénommée GoPaga permet à des centaines de femmes de soldats tués au front de bénéficier d'une réinsertion professionnelle. Déjà, 3 centres sont déjà fonctionnels et 2 autres seront ouverts dans les prochains mois à l'intérieur du pays. D'Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Nous sommes ici, dans l'un des 3 centres de l'association GoPaga. Ce centre qui offre diverses formations est situé dans un camp de policiers à Ouagadougou. Ces femmes de militaires, vous ne verrez pas leur visage pour des raisons de sécurité, ont toutes perdu leur mari au front. Saponification, couture, cuisine, coiffure. Elles apprennent ici un métier qui va assurer leur autonomisation financière. Nous produisons des savons pour la lessive, pour la vaisselle, et du savon liquide. Nous produisons aussi, il y a l'omo et eau de javel. On a fait ces 2 semaines, 3 semaines. On a commencé, mais par la grâce de Dieu, on arrive un peu à avoir au moins une notion de la coupe-couture. Ces femmes ayant perdu leur conjoint au combat n'entendent pas baisser les bras. Mieux, elles encouragent celles qui sont dans la même situation. Elles ne doivent pas baisser les bras, elles doivent se lever et continuer à se battre. Puisque c'est vrai, le mari est parti, mais il a laissé quelque chose avec nous, nos enfants. On doit se battre pour pouvoir s'occuper d'eux après. C'est vraiment pas facile, mais on ne doit pas être limité, dire que c'est arrivé, on va baisser les bras. On est devenus maman et papa, donc on doit se battre. L'idée, c'est vraiment en fait apprendre aux familles à pêcher. On ne leur donne pas le poisson. Donc pour pouvoir en fait pérenniser, l'idée de ces centres-là, c'est vraiment pérenniser parce que ces centres-là existeront toujours, même si nous souhaitons qu'elles ne forment plus en tout cas des veuves, mais plutôt des femmes de notre armée, parce que nous souhaitons que la paix revienne le plus vite possible dans notre pays. L'idée, c'est qu'on puisse venir là tous ensemble, peut-être dans 2-3 ans, venir payer directement les produits des femmes. On leur permet en fait de prendre, d'être
voilà, de prendre soin de leurs enfants, de prendre soin d'elles, sans pour autant mobiliser des ressources au fait. Même si le rôle des associations, on a un rôle super important, mais je pense qu'en tout cas pour les familles de nos FDS tombées en opération ou les familles de nos FDS, ce serait bien qu'on puisse venir les honorer dans leur centre. Plus de 300 de ces femmes ont déjà bénéficié des formations de l'association Gopaga. 3 sites sont fonctionnels, 2 à Ouagadougou et 1 à Bobo-Dioulasso. L'association compte ouvrir 2 autres centres à Kaya et à Fada dans les prochains mois. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Au Nigeria, la commission électorale donne au compte-gouttes les premiers résultats des élections locales. À Lagos, le gouverneur sortant Babajide Sanwo-Olu du parti présidentiel APC a été réélu. Un opposant a évoqué des fraudes. Le Nigeria a élu samedi plus de 900 représentants des assemblées des États ainsi que les gouverneurs de 8 des 36 États. Ce scrutin s'est déroulé dans 3 semaines après la présidentielle remportée par le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, et jugée frauduleuse par les principaux partis d'opposition. Le Parti travailliste et le Parti démocratique populaire affirment que des défaillances techniques ont permis des manipulations en faveur du candidat de l'APC, ce que dément la commission électorale. De violents affrontements ont émaillé la journée au Kenya. La police a fait usage de gaz lacrymogène à Nairobi contre un convoi de Raila Odinga. Le chef de l'opposition a appelé ses partisans à des manifestations hebdomadaires à travers le pays contre l'inflation et le gouvernement. Davantage avec Gabi Dorsil. Ce sont les premiers troubles majeurs depuis l'arrivée au pouvoir de William Ruto. Chaque lundi, il y aura une grève, il y aura une manifestation. La guerre a commencé, elle ne se terminera pas tant que les Kenyans n'auront pas obtenu leurs droits, a déclaré Raila Odinga. Ses partisans ont répondu dans plusieurs villes au mot d'ordre de l'opposant historique qui a perdu face à Ruto aux dernières élections. Je suis venue parce que le coût de la vie est élevé, les frais de scolarité, les hôpitaux, tout est cher. Un citoyen ordinaire ne peut pas se permettre ce style de vie. Vous pouvez voir que tout est en désordre. Le prix de la farine, de maïs a augmenté, l'essence a augmenté, le coût de la vie a augmenté. Tout ce que Ruto nous a dit quand nous avons voté pour lui, c'était des mensonges. L'inflation s'est élevée en février sur un an à 9,2% au Kenya. Les Kenyans souffrent de la chute brutale du shilling par rapport au dollar et d'une sécheresse record qui a plongé des millions de personnes dans la famine. Nous sommes ici pour nous battre pour nos droits. La vie est si dure. Si vous voyez ces jeunes hommes et femmes, nous n'avons pas d'emploi. Les gens perdent leur emploi. Nous sommes fatigués. C'est pourquoi nous parlons de nos droits. Des affrontements se sont aussi produits à Kisumu, dans l'ouest du Kenya, autre bastion de Raila Odinga. Une vingtaine de manifestants ont été arrêtés, parmi eux 2 parlementaires, Stuart Madzayo, chef de la minorité au Sénat, et le député Opio Wandayi. Les 2 sont membres du parti de Raila Odinga. L'Irak marque aujourd'hui dans la plus grande discrétion les 20 ans de l'invasion américaine et la chute de Saddam Hussein. Une guerre qui a déclenché une succession de conflits sanglants. Aujourd'hui, malgré un semblant de normalité, les Irakiens craignent pour leur avenir. Jacques Aristide nous en dit plus. Tout commence le 20 mars 2003. Dans le cadre de l'opération Liberté de l'Irak, quelques 150 000 Américains et 40 000 Britanniques sont déployés pour une intervention éclair aux petites heures du matin. Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures. Les crimes que Bush Jr. a commis avec ses compagnons sont ceux qu'il avait promis à l'Irak. 3 semaines suffisent pour sceller le sort du régime de Saddam Hussein et prendre le contrôle de Bagdad le 9 avril. L'objectif affiché de l'administration de George W. Bush était de mettre la main sur les prétendues armes de destruction massive du dictateur. Mais aucune de ces armes n'a jamais été retrouvée. L'Irak de 2023 est loin de la démocratie libérale que George W. Bush envisageait, disent les habitants de la capitale irakienne. Rien n'a été réalisé, la situation s'est aggravée. La démocratie en Irak est fictive et n'est pas réelle.
Ni le gouvernement fédéral de Bagdad, ni le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak n'ont prévu de cérémonie ce lundi. Et le chef du gouvernement, Mohamed Shia al-Soudani, soutenu par une coalition pro-Iran, n'évoque ces jours-ci en public non pas l'invasion américaine, mais la chute du régime dictatorial de Saddam Hussein qui en a résulté. Peu avant le 20e anniversaire de l'invasion américaine, Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, a effectué une visite surprise à Bagdad. Les forces américaines sont disposées à rester en Irak à l'invitation du gouvernement irakien. Ces forces exercent actuellement un rôle de conseil, d'assistance et de renforcement hors combat afin de soutenir la lutte irakienne contre le terrorisme. De 2003 à 2011, année du retrait de l'armée américaine, plus de 100 000 Irakiens ont été tués d'après l'organisation Iraq Body Count. Les États-Unis ont déploré près de 4 500 morts. En ce jour d'anniversaire, les Irakiens songeaient davantage à autre chose qu'aux 20 ans de l'invasion de leur pays. Un pays immensément riche en pétrole, mais où un tiers de la population vit dans la pauvreté et où les services publics sont aux abonnés absents. Sur ce sujet, retrouvons à Bagdad Philippe Crowther, journaliste à Associated Press. Bonjour Philippe. Bonjour. Tout d'abord, dans quelle ambiance l'Irak commémore cette journée ? Alors, il n'y a pas eu de commémoration spécifique par rapport au 20e anniversaire de l'invasion des États-Unis. On a vécu ici une journée assez normale, en fin de compte. Et la normalité, en ce moment, en Irak, cela veut dire qu'il y a une paix relative, une stabilité relative aussi. Il faut bien sûr toujours le rappeler que pendant les dernières décennies, ici en Irak, on a vu beaucoup plus d'années de guerre que des années de paix. Il y a des centaines de milliers de raisons pour être triste, bien sûr, aujourd'hui, à cause du nombre de morts pendant les dernières 20 années, mais quand même, les gens, notamment les jeunes, qui ont un peu plus d'espoir, peut-être, qui ont plus d'énergie maintenant, ici en Irak, ils ont des aspirations très importantes et aussi des critiques envers leur gouvernement, notamment à cause de la corruption au sein du gouvernement irakien. C'est un des pays les plus corrompus au monde, on le sait. Et il y a d'autres critiques par rapport à l'Irak de ces jeunes. Par exemple, il y a énormément de chômage, un numéro très haut, un manque d'emploi ici, mais aussi un manque de médicaments, un manque d'hôpitaux bien équipés. Voilà quelques-unes des priorités pour les Irakiens maintenant que la sécurité n'est plus leur priorité numéro 1. On le voit sur les images, cette invasion a marqué le début de l'une des périodes les plus sanglantes de l'histoire de l'Irak. 20 ans après, demandait hier le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani lors d'une conférence. Comment cet événement, selon vous, a-t-il façonné l'Irak d'aujourd'hui ? Alors l'Irak vient de passer par 20 années de chaos, il n'y a pas d'autre manière de le dire, 20 années très très difficiles d'une guerre civile entre sunnis et chiites, 20 années où un nouveau groupe terroriste de l'État islamique a fait son apparition, qui a dû être combattu par une nouvelle présence de soldats américains. Et ensuite, très important, c'est la présence de l'Iran en Irak maintenant, la présence de l'Iran en politique, mais aussi sur le terrain avec leurs milices. C'est peut-être une des grandes ironies de cette intervention militaire des États-Unis, que maintenant, il y a beaucoup plus d'influence iranienne en Irak, l'Iran bien sûr étant l'un des ennemis principaux des États-Unis. L'Irak vient de vivre 20 années très très difficiles, avec un nombre énorme de morts. Vous venez d'écouter le chiffre de 100 000 Irakiens qui ont perdu leur vie. Il y a d'autres estimations qui mettent ce nombre à 300 000 Irakiens. Cela inclurait des soldats irakiens et ceux qui ont combattu la présence de l'armée américaine. C'est donc 20 années de chaos que l'Irak vient de vivre. Il faut terminer avec un peu d'espoir. Il y a cet espoir que cette paix relative qui existe ici en ce moment pourrait durer. Une autre d'espoir sur une paix relative. Je remercie Philippe Crowther. C'était Philippe Crowther, journaliste à Associated Press.
2 motions de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne ont été mises au vote à l'Assemblée nationale ce lundi sur fond de crise autour de la réforme des retraites. Dans le premier cas, les députés ont rejeté la motion qui avait le plus de chances d'être adoptée, celle introduite par un groupe parlementaire centriste. Elle a recueilli 278 votes sur les 287 nécessaires pour renverser le gouvernement. La seconde, proposée par l'extrême droite et mise au vote un peu plus tard dans la soirée, n'a eu aucun succès non plus. Cependant, la colère des protestataires ne faiblit pas. Nombreux sont ceux dans la journée qui sont sortis au cours de la journée, une journée mouvementée. Les détails avec Dili Djiko. Le déclenchement jeudi dernier de l'arme constitutionnelle du 49.3 par la Première ministre pour faire passer sans vote la réforme n'a fait qu'attiser la contestation qui dépasse souvent le sujet du passage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Les 2 motions de censure n'ont donc pas surpris les Français. Donc si nous sommes ici dans un jour qui est hautement symbolique et important pour notre peuple, alors que le gouvernement essaye de passer en force un projet de loi que, je rappelle, personne ne veut dans le pays, eh bien c'est aussi pour redire qu'aujourd'hui le peuple et l'ensemble du peuple va regarder ce qui se passe dans l'Assemblée. La chef de file des députés LFI, Mathilde Panot, a ajouté en amont du vote que les parlementaires doivent voter pour le peuple. Et quand vous voyez 2 tiers des Français et des Françaises qui souhaitent que la motion de censure soit adoptée, qui permet à la fois, évidemment, de faire chuter le gouvernement, mais surtout d'enterrer la réforme des retraites, je pense que chacun des députés devra réfléchir avec sa conscience lorsqu'il votera cette motion de censure, parce que je le redis, voter pour cette motion de censure est le seul moyen pour chacun des députés de redire qu'ils sont contre la retraite à 64 ans. Depuis jeudi, des rassemblements organisés ou spontanés se déroulent sur tout le territoire, dans le calme ou avec des débordements. Ce lundi matin, plusieurs manifestations provoquaient de grandes perturbations et des arrêts de travail dans des secteurs clés. Tous motivés. Tant qu'il y aura du monde, on ne lâchera pas le rond-point et on bloquera l'usine d'incinération. Je pense que oui, ça va bloquer toute la semaine. Là, c'est parti. Ah oui. Et je pense qu'on aura beaucoup de soutien, avec même les gilets jaunes qui reviennent en force. Donc je pense que ça y est, le peuple voit un peu notre fameuse démocratie française, à la Macron bien sûr. Face à cette situation, Emmanuel Macron a demandé dimanche que la réforme puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous. Et aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie et la diversité culturelle est à l'honneur cette année avec le thème 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. Restez avec nous, Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Nous serons dans le Maryland, ici aux États-Unis, pour le festival du film africain. Restez avec nous. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci à vous qui êtes toujours avec nous. C'est lundi, donc nous vous invitons dans le monde de la technologie. Aujourd'hui, il est question de drones et de leurs différentes utilisations. Vous savez que les drones sont fréquemment utilisés dans les domaines de la guerre, du maintien de l'ordre et de l'agriculture. Maintenant, de plus en plus d'entreprises américaines s'en servent pour livrer des denrées devant votre maison. Julie Tabot s'est penchée sur le sujet. Dili Djiko raconte. Il se passe quelque chose d'inhabituel dans cette banlieue de l'Est de la Virginie. Les courses sont livrées à la famille Bao par drone. Et cela arrive au moins une fois par semaine. C'est très pratique pour nous qui avons des jumeaux. Nous n'avons pas besoin de passer plus de temps à charger, puis décharger les aliments de la voiture. Au lieu d'un trajet de 30 minutes, nous n'attendons que 15 minutes à la maison. Chad Bao a commandé ses marchandises en ligne sur le site du magasin Walmart,
l'un des plus grands détaillants américains qui a effectué 6000 livraisons par drone l'année dernière. Les drones permettent de cocher plusieurs cases. D'une part, en termes d'efficacité et d'efficience, ils sont vraiment rapides. D'autre part, ils sont très durables. L'entreprise utilise un service appelé DroneUp pour livrer l'essentiel de ses commandes. Après une commande en ligne, DroneUp récupère la commande au magasin, la met dans une boîte, l'attache au drone et la livre au client, généralement dans un délai de 30 minutes. Les services de livraison par drone sont particulièrement adaptés aux personnes vivant dans les zones rurales et aux seniors ayant des problèmes de mobilité. Les drones sont souvent utilisés à l'étranger pour livrer des fournitures médicales dans des zones reculées. Mais aux États-Unis, leur utilisation commerciale est encore expérimentale. Et comme pour toute nouvelle technologie, l'utilisation des drones présente plusieurs défis, comme le mauvais temps et les craintes concernant la protection de la vie privée. Notre logiciel peut identifier les zones que nous ne voulons pas que le drone survole. Le drone reste à environ 25 mètres au-dessus du sol, ce qui favorise le respect de la vie privée et réduit le niveau de bruit. Mais le principal défi, selon DroneUp, est la réglementation stricte imposée par l'administration fédérale de l'aviation, qui supervise la réglementation des drones. Je pense que la FAA a beaucoup fait pour faire progresser la technologie des drones, mais elle n'a pas suivi l'évolution de la situation. Dans une déclaration à la VOA, la FAA a indiqué qu'en septembre, elle exigera que les drones diffusent des informations d'identification à distance, ce qui constitue une étape importante vers la gestion du trafic sans pilote. L'intégration des drones est un sujet très important pour la FAA. Nous discutons de la manière d'intégrer les drones dans les systèmes de contrôle du trafic aérien existants, comment s'assurer que ces conflits sont résolus de manière équitable. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Je pense qu'à l'avenir, l'aviation sans pilote sera bénéfique pour tout le monde. À mesure que les entreprises se multiplient, les produits pourront être acheminés plus rapidement et de manière plus sûre. Tant au niveau national qu'à l'étranger. Restons aux États-Unis. La 19e édition du Festival de nouveaux films africains s'est ouverte ce week-end à Silver Spring, dans le Maryland. C'est non loin de Washington, D.C. Au programme, 30 films sélectionnés dans 22 pays africains qui seront projetés jusqu'au 30 mars pour mettre en valeur le dynamisme du cinéma africain du continent et de la diaspora. Reportage de Nanit Talani. Le coup d'envoi du festival a été donné vendredi à 19h au théâtre et centre culturel EFI Silver de Silver Spring. En ouverture, le film Bobi Wine, The People's President, qui retrace le combat que mène le musicien ougandais Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, devenu politicien et leader de l'opposition au régime de Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis 35 ans. Le film a reçu un excellent accueil d'un public très diversifié venu de plusieurs villes du Maryland et des États environnants pour apprécier la créativité cinématographique du continent africain. Le film a été magnifiquement dépeint. Ça m'a brisé le cœur et ça m'a donné de l'espoir. Cela m'a donné l'espoir que sur le continent, il y a des gens qui se battent pour la liberté et la libération. Toucher le public est l'objectif principal des réalisateurs qui font passer leur message à travers les films, reconnaît Elie Fumbi, une réalisatrice camerounaise qui a grandi et vit dans le Maryland. Elle a présenté le film « Mon père, le diable ». Chaque fois qu'on est sélectionné, ça veut dire qu'il y a un public qui vient derrière et que le film va être vu. Et finalement, c'est pour ça qu'on raconte ces histoires, c'est pour le public. Donc pour moi, je suis contente, je suis ravie. Pour eux, c'est un honneur. Pour certains, ce festival leur offre une occasion unique de se connecter ou renouer avec leurs origines. Pour d'autres, c'est l'occasion de mieux connaître l'Afrique. C'est le cas de Néné Abinobi. Elle est née d'un père nigérian et d'une mère jamaïcaine. Je pense que c'est une opportunité d'en apprendre plus sur mon passé, ma culture et tout le continent auquel moi qui ai vécu aux États-Unis, je n'ai pas été beaucoup exposée. Les films projetés viennent principalement des festivals comme le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui s'est tenu au Burkina Faso du 25 février au 4 mars 2023.
On regarde des films qui sont présentés là-bas, d'autres grands festivals au Caire, en Afrique du Sud, à Zanzibar. Il y a des festivals internationaux à Berlin, à Cannes, et parfois on est aussi en contact direct avec les cinéastes. La projection de certains films a été suivie de séances de questions-réponses entre le public et les réalisateurs pour une bonne analyse et une excellente compréhension. Cette brève sportive à présent avec les matchs de la Basketball Africa League qui se poursuivent à Dakar au Sénégal. Abidjan Basketball Club vient de décrocher sa 3e victoire devant les Nigérians de Kwara Falcons, battus sur le fil 79-76. Les Ivoiriens se qualifient ainsi pour les playoffs. Le choc de cette conférence Sahara oppose présentement les Rwandais de Reg, déjà qualifiés pour les playoffs, aux Tunisiens de l'US Monastir, champions en titre. Et on se quitte sur ces images. Des dizaines de chefs cuisiniers libyens se sont mis au travail pour préparer un plat de couscous géant, comme vous le voyez sur ces images. Il est de la taille d'une grande piscine gonflable. Ces cuisiniers sont en quête d'une reconnaissance de l'UNESCO pour le plat bien-aimé de leur pays. L'UNESCO a ajouté le couscous d'Algérie, de Mauritanie, du Maroc et de Tunisie à son patrimoine immatériel en 2020. Et c'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe de production et à vous d'avoir été des nôtres. Restez informés avec les programmes de La Voix de l'Amérique et je vous souhaite une très belle soirée. Nabino Banso, vous allez Olanda, Saona Lingala, dans la Voix de l'Amérique, Buto, Washington, D.C. Sangwe Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangwe Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.